On va sans plus attendre poursuivre le programme. Et donc Estelle reste en scène. Bénédicte l'a rejointe. Et puis toutes les deux, vous enchaînez sans transition. Alors, nous avions convenu avec Bénédicte que... Moi, je n'ai rien préparé. Hein. Non, mais toi, tu maîtrises tout. Non, j'ai interviewé la salle. Tu n'as pas besoin de papier, Bénédicte. Donc, je commence, et bien sûr, Bénédicte prendra la suite. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, et je le disais à l'instant, il faut rendre au musée d'Épinal ce qui lui appartient. En fait, Bénédicte, à travers les travaux qu'elle peut accompagner, effectivement, celui du MUDAC, eh bien, a eu l'idée de mettre en place ce groupe de travail. Non, c'est tiré d'Échelle Prêtre. Quand vous savez que le musée d'Épinal vient de fêter son 200e anniversaire, qui m'a proposé, dans son parcours permanent, de vouloir réfléchir à son parcours permanent, faire une plus grande transversalité. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire les 200 ans d'histoire du musée d'Épinal. Il y a eu 6 musées successifs, musée d'archéologie, muséum, etc. Bon, plus évidemment la collection de la Principauté de Salm avec Georges de la Tour, évidemment, et aussi beaucoup d'objets d'art populaire, en particulier aussi beaucoup de peintures sous verre, que l'on retrouve aussi d'ailleurs, entre parenthèses, au Mucem, qui a une grande collection, et évidemment au musée Lorrain. Et cette idée-là est venue de Thierry, et bon, comme vous le savez, je suis très contente d'être ici en Lorraine. Je ne cache pas mes origines. Tout le monde sait que je suis née à Nancy sur 3 générations, donc je ne peux pas renier ma mère ni ma grand-mère. Et c'était cette idée-là, justement, aujourd'hui, de dire, en plus, une collection qui avait été montée par Bernard Huin d'art contemporain très conceptuel, chez Restel, si je me souviens bien, et comment redonner un peu, dans un musée qui avait un peu perdu son public, lui donner plus de transversalité, aller vers un parcours plus transversal, c'est-à-dire autour de la notion d'art. Existe-t-il un art populaire, comme on avait beaucoup parlé aux ATP? Est-ce qu'il y a de l'art savant? Est-ce que les objets archéologiques n'ont pas aussi une valeur esthétique? Et donc on a monté un groupe de travail à partir de ce parcours. Et on a eu l'idée petit à petit avec Estelle de faire... C'est très expérimental, hein, on est dans le cadre de la FEMS, cher Alexandre. On fait l'expérimentation sociale. Et on a eu l'idée après d'aller chercher des musées différents. Donc il y a eu Roanne avec Bruno, il y a eu évidemment Marie Pottecher qui est ici avec le musée alsacien. Ensuite on est allé chercher le musée des Beaux-Arts de Lyon. Pourquoi? À cause de la personnalité d'Henri Faucillon qui faisait partie du congrès des arts folkloristes à Prague en 1924, si je ne me trompe pas, et qui avait beaucoup travaillé justement autour de l'art roman. Y a-t-il un art sans artiste? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qu'est-ce qu'une œuvre collective? Que l'on a vu ici un peu, je pense aussi aujourd'hui, sur la plateforme Verrières de Meisenthal, le rapport entre artistes, art populaire, designer. Ensuite, on a aussi élargi au Musée national de l'immigration qui fait partie du réseau de la FEMS, puisque sur l'art contemporain, avec une collection très importante, comment aussi on peut intégrer des artistes qui viennent en exil, des artistes qui parlent de la migration, comme d'ailleurs le Mucem en parle dans sa dernière commission d'acquisition autour des photos de Mathieu Pernaut. Et en plus, qu'est-ce qu'on a fait encore, Estelle? Qui y avait d'autres encore? Le Musée des Beaux-Arts de Lille, qui depuis des années a aussi une programmation justement beaucoup plus transversale, puisqu'il a inauguré, je crois, en juin, si je me souviens bien, son département Renaissance et Moyen-Âge. Ou alors, moi, comme je suis une médiéviste, il ne faut jamais oublier ses premières amours. J'ai adoré trouver toute la littérature fantasy. Et là, ils sont en train de préparer leur parcours 19e, où ils vont aborder justement ce qui est la nature, la forêt, tout ce qu'on peut parler aujourd'hui. Parce que vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il y avait une porosité dans les parcs naturels entre nature et culture. Et donc, c'est aussi cette idée-là qu'on a trouvée. Après, on a rajouté quoi, Estelle? Alors en fait, tu résumes tout à fait bien la situation, c'est-à-dire que, comme tu le soulignais à l'instant, on a eu à cœur, à travers ce groupe de travail, de pouvoir mobiliser différents profils de musées, des musées nationaux, des musées territoriaux. Je pensais récemment, Bénédicte, il y avait aussi l'écomusée du Véron. Oui, l'écomusée du Véron. Alors, l'écomusée du Véron fait partie de la zone qui a été patrimoine mondial autour de la vallée de la Loire et qui a, dans son paysage industriel, la centrale nucléaire qui est de la même génération que Tchernobyl. Oui.
Oui, c'est vrai. Et donc l'idée justement, c'était en plus avec en plus la présence de Max Ernst tout à côté et des artistes contemporains. Donc Angèle Delatour a eu l'idée de partir d'un écomusée qui parlait beaucoup de la viticulture, ce qui dans le Val-de-Loire n'est pas. C'est normal de parler de la viticulture et de faire un parcours beaucoup plus transversal, en partant justement de l'idée aussi d'habiter le territoire, les habitants, penser le territoire, avec des artistes contemporains qui sont venus en résidence, en travaillant sur le paysage naturel, sur le paysage industriel, puisqu'il faut bien aussi, parce que c'est quand même la centrale nucléaire, parce qu'il faut bien aussi parler d'économie. Les centrales nucléaires ont peut-être un inconvénient, mais elles apportent de l'argent et de l'emploi, et que donc l'écomusée est en partie financé par la centrale nucléaire. Donc cette idée-là aussi, justement, de voir culture, nature, manger, puisqu'en plus on est dans le pays de Rabelais, où il y a aussi ils ont un label, je crois, sur le patrimoine gastronomique français. Donc c'était cette idée-là, et donc c'était évidemment d'arriver, puisque je pense qu'il y a une demande des visiteurs, comme tu me le disais, Alexandre, de large, que en fait, dès le départ, les écomusées sont dans le contemporain, et comme tu le disais Nadine, à propos de l'expérience du Creusot, qui est peut-être un petit peu différente, et que l'expérience du Creusot est peut-être je dirais atypique, mais c'est dans l'ADN des écomusées, d'être dans le contemporain. Alors ça peut être l'artiste, ça peut être aussi le fait contemporain, et que donc dès le départ, on était... Et qu'en fait, il faut peut-être faire attention justement à ne pas... trop cloisonner l'art contemporain vers des spécialistes. Et je me souviens, merci Alexandre de me l'avoir rappelé, ça va être les 10 ans du MUSEM, quand c'était Denis Chevalier qui était commissaire de Bazar du genre, qui fut l'exposition inaugurale du MUSEM. Il avait fait venir des artistes, il y avait des œuvres d'art contemporain qui étaient mises au même niveau dans le parcours muséographique que les autres collections, et ça avait été critiqué à l'époque en disant c'est de l'art contemporain, il faudrait les traiter différemment que dans un parcours muséographique. Et je pense que c'est aussi... Et là, je ne sais plus si quelqu'un a dit hier soir qu'il fallait faire attention, justement, qu'il ne fallait pas parachuter des collections qui venaient peut-être d'un FRAC. Même si Nadine, tu as dit que c'est comme ça que tu avais commencé ton expérience en art contemporain, je pense que s'il n'y a pas une fusion sur le territoire, ça risque d'échouer. Et on risque d'échouer non seulement pour l'artiste lui-même, qui ne va peut-être pas trouver sa place, mais aussi par rapport aux visiteurs. Alors, on m'a demandé de parler de l'expérience James Koons au MUSEM. Je vais dire que je n'aime pas James Koons. On a le droit, on est encore en démocratie. Mais ce n'est pas le souci. J'ai trouvé que justement, c'était peut-être... tu interviendras si tu n'es pas d'accord avec moi. J'ai trouvé que c'était justement peut-être ce qui était le plus intéressant. Parce que comme il revendique un héritage de la culture pop, Mickey, la culture populaire, au sens... et que justement, j'ai trouvé que c'était dans cette exposition-là que la collection dite traditionnelle des ATP, appelons-la la collection historique, était mieux mise en valeur, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment eu un vrai travail en mettant justement la culture populaire, la culture de masse, la culture aujourd'hui, la culture pop, le cinéma, et c'est ça qui est intéressant, parce que je pense on est aussi là aujourd'hui dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde, on est mondialisé, on a tous dans notre univers mental la télévision, la culture américaine, ce qu'est James Koons, Mickey, et donc je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Et c'est justement là aussi, je pense que les écomusées, enfin les musées de société sont là aussi pour ramener vers nos concitoyens ce questionnement-là, qui est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette culture populaire qui est de plus en plus présente dans nos univers quotidiens. Et juste, Estelle, si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, non, je te laisse poursuivre. Non, vas-y. Après, en fait, peut-être ce qu'on pourrait aussi préciser ensemble, Bénédicte, c'est que dans le cadre de nos missions, telles l'accompagnement des projets scientifiques et culturels, la participation aux commissions d'acquisition ou même la rédaction des avis, nous a souvent rassemblés. Parce que on le sait bien, on en a pris note toutes les deux. C'est pas toujours simple parfois de décloisonner, et on a pu noter que pour certains collègues, c'était parfois difficile de soutenir dans un écomusée l'entrée d'une œuvre d'art contemporain qu'on allait inscrire à l'inventaire, ou bien dans une partie de projet scientifique et culturel défendre cette orientation.
Et donc, peut-être que certains se reconnaîtront dans la salle, mais il nous est arrivé, mais plutôt en soutien, je dois dire, de demander parfois pour une commission d'acquisition, par exemple, une note d'accompagnement, parce que selon, on va dire, la composition de tel ou tel CSRA, eh bien, il y a plus ou moins d'ouverture. Et quand Bénédicte parle d'une société voilà, qui, effectivement, est aujourd'hui très ouverte, très internationale, mine de rien, dans la façon parfois de fonctionner de nos instances, ça peut être un peu compliqué de sortir, si je puis dire, du cadre. Et donc on s'est dit, le fait que la situation se reproduise ici et là dans différentes parties du territoire, c'est qu'il y a un sujet qui se pose et c'était important en fait, et je crois que les collègues qui ont pu être associés l'ont apprécié, de pouvoir échanger justement sur cette manière d'appréhender le patrimoine autrement, de manière décloisonnée, en associant la création contemporaine, en se posant effectivement, comme tu le soulignais à l'instant, Bénédicte, la question aussi des attentes des publics, qui sont plutôt globalement friands de ce genre de décloisonnement, et aussi de réinterroger la façon d'accrocher, de présenter dans les salles. Et donc, chacun, avec son expérience, eh bien, vient témoigner en fait, de la refonte d'un parcours, de l'écriture d'un PSC, pour montrer finalement comment il a pu faire bouger les lignes, aussi par exemple auprès de ses élus. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément encore évoqué depuis notre intervention, mais la manière d'embarquer les élus dans cette vision. Et Nadine Gomez, votre témoignage était très intéressant hier soir, parce qu'on voit que 30 ans après, ça peut paraître évident, mais ça a été un travail de longue haleine, de conviction, de passion aussi, vraisemblablement, pour entraîner en fait les décideurs aussi dans cet élan que vous avez incarné pour le musée Gassendi. Et alors pour terminer sur l'artiste ethnographe, comme on disait aux ATP, on s'aperçoit aussi que maintenant, mais c'est le cas de Mathieu Pernaut, puisqu'on a eu ces discussions-là à la dernière commission d'acquisition, ils vont aussi sur le terrain, ils font des enquêtes collectes, il a fait des photographies avec des migrants. Alors qui est l'auteur? Est-ce que le migrant est co-producteur de l'œuvre, alors qu'il faut aussi protéger son statut de sans-papier, je suis désolée de le dire. Donc on a eu ce débat-là à la dernière commission d'acquisition, donc, et en plus les droits voisins, etc. Est-ce qu'on doit acheter dans une galerie, est-ce qu'on doit acheter directement à l'artiste? Et par contre aussi, ce qui est intéressant, c'est que je vois des musées de beaux-arts, le musée de Dunkerque, qui évidemment travaille sur le carnaval, puisque le carnaval de Dunkerque a été classé patrimoine culturel immatériel, qui lui aussi veut faire des enquêtes collectes pour présenter du patrimoine que l'on dirait ethnographique dans un musée dit de beaux-arts, et beaux-arts assez classiques. Si je me souviens bien, le musée des beaux-arts de Dunkerque qui est fermé actuellement. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de porosité dans les domaines, et que je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller. Et là, je pense que je te rejoins un peu, Alexandre. Est-ce que les métiers du patrimoine sont prêts à aller là-dessus? Est-ce que l'Institut national du patrimoine est formé pour que les jeunes conservateurs de conservation aillent vers plus de transversalité, plus de participatif, au sens réel de la participation, qui ne soit pas seulement une injonction de la tutelle ou des éléments de langage? Je pense que là, je trouve qu'à Mazental, il y a quand même quelque chose qui est assez réussi, puisque j'ai quand même été bluffé par le nombre de bénévoles que vous avez ici par rapport au nombre d'habitants. Ça doit faire 15% de la population. Hein, donc, oui, ils sont pas. Non, d'accord, Isabelle, mais enfin, je veux dire, de l'environnement, ça reste quand même un pourcentage très important et très intéressant. Et alors, justement, ça doit être un dimanche, je crois, le 31 avril, où le musée d'Épinal, le musée départemental d'Épinal, je ne parle pas du musée de l'image, puisque moi j'ai bien connu Bernard Jacquemin, veut revenir justement par une vocation de la tutelle à expliquer ce que le département des Vosges, et donc ils vont faire une enquête collecte participative avec la population d'Épinal pour savoir qu'est-ce que les Vosges aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas des constructions de paysages? Est-ce que ce ne sont pas aussi, puisqu'il n'y a pas de paysage, tout paysage est humain.
Donc, est-ce que tu as bien montré, Nadine, est-ce qu'on n'est pas là aussi de reconstruire ici un paysage, que ce soit un paysage naturel, un paysage culturel ou un paysage industriel comme ici? Je pense que là, on est beaucoup plus dans la transversalité. Alors, ce groupe qu'on a, il y a des gens qui sont ici, qu'on avait voulu extrêmement informel, donc on a fait une réunion la dernière fois qui était... le 7 mars. Le 7 mars. Et donc, on pensait éventuellement faire un web séminaire à la fin 2023 ou 2024, au début 2024, pour essayer que quelque chose reste de ce groupe qui est très, pour le moment, très... Et on a évidemment ouvert aussi aux collections non occidentales avec les abattoirs de Toulouse, Annabelle Ténez qui nous a parlé de la collection Daniel Cordier, puisque ça se pose la question de l'artiste, puisqu'on est quand même dans un monde très europocentré, où on n'a pas du tout la même notion de ce que c'est qu'un artiste ici en Europe et en Afrique ou en Océanie. Et même on a parlé aussi de comment réécrire les cartels, comment réécrire dans le Vidéomuséum les bases de données, la typologie, la hiérarchie des bases de données, puisqu'il faut quand même, je n'irai pas jusqu'à dire décoloniser le monde, mais je fais allusion à un livre qui m'a marqué d'un historien peut-être anglais qui doit s'appeler John Goody, qui parle du vol de l'histoire, qu'il faut voir une... Parce que, bon, par exemple, on sait très bien que l'Occident a eu 2 siècles de fortune assez exceptionnelle, mais que peut-être la Chine était plus développée que l'Europe et l'Inde au XVIIIe siècle que ne l'était la France. Donc le mythe de la France éternelle, cher au général de Gaulle, il faut peut-être le déconstruire. Et donc c'est ça aussi qui est important. Je pense que c'est aussi là le rôle des musées de société, c'est-à-dire que peut-être délocaliser le regard pour le remettre et aussi délocaliser, déconstruire le parcours muséographique et les collections. Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile dans des parcours permanents que dans des expositions temporaires, parce que ça suppose une certaine modularité de l'exposition permanente, de pouvoir faire tourner des collections, tourner des thèmes, même aussi au niveau du discours, de la médiation culturelle. Mais je pense que c'est aussi ce qu'attendent nos concitoyens. Et effectivement, pour abonder dans le sens des réflexions sur la terminologie, par exemple, on peut interroger le choix de mettre anonyme sur un cartel. Parce qu'anonyme, c'est voilà. Anonyme, c'est surtout qu'on n'a pas identifié, en fait. Mais il y a un auteur, peut-être même plusieurs, derrière la création en question. Ce qui est quand même très gênant de dire anonyme, c'est comme si on savait qu'il n'y a pas de nom. Or, on ne sait pas, en général. Et pour rebondir toujours par rapport au témoignage d'Annabelle Ténez, lorsqu'il y a eu la donation Daniel Cordier à l'État français, donc l'idée, ça a été aussi de décentraliser cette donation. Et de ce fait, les abattoirs à Toulouse ont bénéficié d'un dépôt extrêmement important. Et Annabelle rappelait que finalement, Daniel Cordier n'avait pas posé vraiment de conditions dans sa donation, si ce n'est d'être à la hauteur de sa liberté. Donc quand on sait quelle figure de la résistance il était, ça met la barre extrêmement haut. Et précisément, Annabelle, avec ses équipes, eh bien, elle a à cœur de faire vivre cette donation qu'elle présente par rotation, par roulement très régulièrement. Et elle disait qu'elle en était déjà au 20e accrochage, et chaque fois avec des regards et des confrontations d'artistes contemporains. Et elle disait, pour notre équipe, être à la hauteur de la liberté par rapport à ce que Daniel Cordier a posé comme souhait, eh bien, c'est cette liberté, c'est cette façon de renouveler aussi le regard par rapport à une collection constituée à une époque donnée. Et donc, Bénédicte évoquait cette séquence sur la terminologie. Il y a eu aussi donc, une séance qui était consacrée à la façon d'accrocher, de présenter les œuvres. Alors, je ne sais pas si Thierry de chez Le Prêtre est déjà arrivé ou pas, mais par exemple, il disait que dans le cadre de sa réflexion pour son musée, il a envie de cette approche extrêmement transversale. Et il disait, par exemple, si moi je pars du thème de la couleur, je peux tout à fait envisager, grâce à mes collections qui sont très plurielles, de juxtaposer la présentation d'un vitrail et pourquoi pas finalement la dernière acquisition ou l'une des dernières de Neil Beloufa, un bouquet de tulipes dont la succession de couleurs vient en résonance finalement avec celle du vitrail. Et c'est une bonne manière aussi de peut-être présenter des objets archéologiques
en oxyde de cuivre, qui sont, Tout à fait. qui, Sur une période plus ancienne, qui sont plus anciennes, de couleur rouge. Complètement. Et donc, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que dans ce groupe, on a souhaité impliquer des représentants du CNAP. Comme vous le savez, le CNAP a toujours été par définition très généreux à l'égard des institutions, quelles qu'elles soient. Et il faut savoir aujourd'hui que le CNAP, lorsqu'il passe des acquisitions en commission, il peut déjà penser à un musée destinataire de cette acquisition. Donc il ne faut pas hésiter, s'il y a des freins en termes de budget d'acquisition, il ne faut pas hésiter à se tourner vers le CNAP en faisant part d'un projet, d'une idée, d'une envie de travailler avec un artiste, parce que le CNAP peut s'en saisir et acquérir l'œuvre pour la déposer immédiatement dans le musée en question. Donc c'est quand même un process de travail extrêmement intéressant, et quand on parle de transversalité, c'est vraiment extrêmement concret. Alors, ces journées, la thème s'appelle la création contemporaine. Donc, je pense qu'aussi, ce qui est d'ailleurs très impressionnant ici à Marienthal, c'est qu'on n'a pas que de l'art visuel, on a aussi beaucoup de spectacles vivants, de la musique, du rock metal. Et je pense qu'aussi ça, je pense que ça a été peut-être aussi dès le départ dans les écomusées et les musées de société, c'est-à-dire d'associer toute forme de création et pas seulement que les arts visuels. Et ça me semble aussi extrêmement important, parce que là aussi on rejoint justement le collectif. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? En plus, avec les questionnements d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des œuvres collectives? Et aussi, je dirais aussi la porosité entre certaines disciplines artistiques, où l'on voit que les artistes sont peut-être moins spécialisés, mais vont aussi vers beaucoup plus de types d'installations, de présentations qui font appel à plusieurs disciplines artistiques. Donc c'était aussi un peu l'idée de ce groupe de travail, c'est-à-dire d'avoir une sorte de porosité, de décloisonner, d'arrêter de saucissonner les collections en archéologie, ATP, art contemporain, d'arrêter de saucissonner le public entre public empêché, etc., puisqu'on va vers l'accessibilité universelle. Et pour aller jusqu'au bout de ma pensée, puisque j'ai lu les dernières interviews du philosophe africain Achille Mbembe, qui a été consulté par le président de la République pour organiser le sommet Afrique-France à Montpellier, où lui, il parle de l'an commun, c'est-à-dire de retrouver, malgré tout, une certaine universalité des objets, puisque de toute façon les objets sont mobiles, ils circulent, et que bon, s'il y a eu des restitutions, il y en aura encore, mais il y a des objets qui deviennent ambassadeurs de leur culture. Et comme Monsieur le Président du Parc des Vosges du Nord, vous avez dit que c'est vrai, nous sommes ici on le sait très bien, qui a été marqué par quand même certains conflits dans la France de l'Est. Nous sommes une zone de passage, et ça on le sait très bien, que les objets sont mobiles, et que les hommes sont mobiles, et qu'il ne faut pas oublier cette idée-là, et que peut-être on enferme trop les collections, on les a trop cloisonnées. Tout à fait, et on peut aussi, et on pourra peut-être en finir sur ce point pour ensuite laisser la place à quelques questions, si vous en avez, indiqué que nous avons associé à ce groupe Andresen. On a visité ensemble l'exposition Flamme. Et si vous l'avez vu, le musée d'art moderne de la ville de Paris. Voilà, elle s'est en fait autorisée en tant que commissaire scientifique à rapprocher des œuvres qui, de manière, on va dire, assumée, n'avaient pas de lien évident entre elles, mais par le choix des matériaux, des couleurs, des techniques de création qu'on pouvait associer en fait les unes à côté des autres. Et elle voulait, là encore, décentrer le regard, et ça nous a semblé primordial de l'associer à la réflexion, d'autant qu'en ce moment même, elle est en disponibilité pour conduire une recherche, une thèse en lien en fait avec ces réflexions. Alors dans cette exposition Flamme, pour terminer et boucler la boucle avec les ATP et le MUSEM, il y avait dans le commissariat Marie-Charlotte Calafa, et dans l'exposition a été remonté ce qu'on pouvait voir dans la galerie culturelle du Musée national des arts et traditions populaires à Paris, dans le bois de Boulogne, la vitrine technique de la terre au pot, et qui en fait parle beaucoup aux céramistes contemporains, ça leur parle beaucoup, c'est ce rapport à la matière, ce rapport à la mise en œuvre de la matière. Et c'est à partir aussi de ce que Andresen, et aussi parce qu'il y avait un colloque qui m'a beaucoup ému, puisque c'était un hommage à Pierre Gaudibert,
qui a créé l'Arc, comme tout le monde le sait, et que c'est pour ça que le musée d'art moderne, David Leparet est venu me chercher, puisque j'ai eu la chance de connaître Pierre Gaudibert à la fin de sa vie, quand j'étais jeune conservateur au musée d'art d'Afrique et d'Océanie. Et c'est à partir de là, parce que moi, c'est quand même Pierre qui m'a initié à l'art contemporain africain. Et c'est toujours en croisant ses regards avec Andresson, ça sera mon testament, parce que je vais bientôt vous quitter, je vais partir à la retraite et ça sera mon testament. Pas trop vite quand même, Bénédicte. J'ai l'âge pivot.